Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Tout de suite, pour commencer, les démarches concernant l'autorisation de mise en marché du CVO+, à l'extérieur doivent être effectuées conformément aux directives émises par l'OMS pour le laboratoire Pharmalagasy. En effet, les représentants de l'OMS ont jugé efficace l'utilisation du CVO+, dans la lutte contre la Covid-19. D'ailleurs, des pays sont prêts à en importer, selon le premier responsable du Pharmalagasy. Détails sur les images de Yves Janel. Mi-février, des représentants de l'OMS ou Organisation mondiale de la santé s'est rendus à Madagascar pour faire part de leurs observations sur le CVO+. Ainsi, ils ont déclaré que les essais cliniques du CVO+, ont été un succès. Ils ont ainsi donné des recommandations pour préparer les démarches pour l'autorisation de mise sur le marché international. J'étais parti satisfait avec un communiqué conjoint félicitant les scientifiques malagasy et le président de la République sur la persévérance, le savoir-faire et la compétence de nos scientifiques. Il est évident que dorénavant, nous allons penser à plusieurs étapes, c'est-à-dire le lancement sur le plan international grâce donc à cette première étape de mise, autorisation de mise sur le marché local, mais ça peut maintenant s'étendre au niveau régional et ainsi de suite. Et dans ce sens, Pharmalagasy a pour objectif de procéder maintenant à des recherches et des commandes sur le plan international. Nous avons constaté l'historique de ce produit qui a fait des polémiques et des grands débats, mais dorénavant, nous pouvons affirmer que le CVO+ curatif est un produit issu de la pharmacopée malagasy, mais prouvé scientifiquement. Jusqu'ici, Pharmalagasy produit également 13 médicaments à base de plantes médicinales, mis à part le CVO+. Dans un tout autre sujet, l'Union européenne a affrété un avion spécial exploité par le PAM, ou Programme alimentaire mondial, pour venir en aide aux victimes des récents cyclones Batiray et Emnati. L'avion opérera dans les districts de Mananzar, Manakar et Farafangan. Andiniana Martina et Nzara Njiansu. L'avion opérera dans les 3 prochains mois, et cela à une fréquence de 4 fois par semaine, pour apporter des secours aux districts durement touchés par les cyclones Batiray et Emnati, notamment les districts de Manakar, Mananzar et Farafangan. Cet avion facilitera l'acheminement des matériels de secours pour ses habitants, dont la grande majorité souffrent de malnutrition. Rapide de mettre à disposition cet avion supplémentaire qui nous va permettre l'accès aux populations d'une manière régulière. Ça fera 3 destinations, Mananzari, Manakara et Farafangana, qui sont les zones vraiment qui vont couvrir le plus, disons, de la population. Les opérations sont financées par l'Union européenne et gérées par le PAM à travers l'UNHAS, ou Service aérien humanitaire des Nations Unies. Cet avion vient compléter la flotte de l'UNHAS, composée d'un avion et d'un hélicoptère. À Madagascar, il y en a, comme on a dit, il y en a 2. Il y a celui-là qui c'est pour la zone est, donc pour la réponse au cyclone. Et il y avait déjà un avion de l'UNAS, toujours pour des raisons humanitaires, pour la sécheresse dans le sud. Parce que, comme vous savez, c'est très difficile d'arriver dans le sud. Et donc, c'est très difficile aussi de pouvoir assurer une régularité par la part des partenaires humanitaires. Selon le dernier bilan provisoire, plus de 300 000 personnes ont un besoin urgent d'assistance alimentaire suite au passage des cyclones Batiray et Emnati. Et en politique, en vue de la préparation de l'élection présidentielle de 2023, les membres du CFM, ou Comité pour la réconciliation malagasy, ont rencontré aujourd'hui les membres de la Haute Cour constitutionnelle. Le CFM a remis sa résolution portant sur la prévention des crises pré- et post-électorales. De son côté, le président de la HCC a déclaré que la Haute Cour constitutionnelle exercera ses fonctions conformément à la loi afin d'éviter les conflits dans le pays. Toujours un reportage de Andiniana Martina et de Nzara Njiansu. Les contentieux électoraux ont toujours été l'une des principales causes de crise à Madagascar.
C'est ce qu'a déclaré le président du CFM ce jour. Afin d'éviter que cela ne se répète, le CFM a organisé des ateliers de concertation à travers l'île. Les partenaires tels que l'Union européenne et l'Union africaine ont également émis leur opinion. Toutes ces idées ont été regroupées et soumises à la Haute Cour constitutionnelle ce jour. L'objectif est, selon l'explication du président du CFM, Mac Alphonse, d'améliorer les élections qui se tiendront l'année prochaine. De son côté, le président de la Haute Cour constitutionnelle a souligné que cette institution fera en sorte que le résultat des élections soit conforme à la Constitution. Il a également souligné à cette occasion que des descentes sur terrain seront effectuées dans les 23 régions pour rencontrer et échanger avec toutes les parties prenantes du processus électoral. Ces dernières seront formées sur la façon de porter plainte en cas de fraude électorale. Toujours en politique, les députés issus du parti Yarakisik déclarent suivre la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Ce parti politique célèbre aujourd'hui ses 4 ans d'existence et prépare un congrès à la suite duquel sera décidée son orientation politique pour les 5 prochaines années. Saï Sylvain. Le 3 mars 2018, le parti Yarakisik, dirigé par le général Albert Camille Vital, a officiellement vu le jour. Lors de l'élection présidentielle, le parti a soutenu l'actuel président de la République au sein de la plateforme Armada. Le parti a également participé aux élections législatives et actuellement, ses élus déclarent son soutien à la majorité au sein de l'Assemblée nationale. À l'occasion de la célébration de ses 4 années d'existence, elle continue de former politiquement ses membres dans tout Madagascar. Le parti soutient également la politique gouvernementale de faire de Madagascar une île verte. Un congrès national en vue d'apporter des améliorations sur le statut et le règlement du parti aura lieu. Et nous allons passer à présent aux actualités internationales. Une semaine après le lancement de leur opération, les forces russes ont pris Kherson, grande ville du sud de l'Ukraine, peu avant une deuxième session de discussion jeudi matin sur un cessez-le-feu entre négociateurs russes et ukrainiens. France 24. Va tout de suite prendre la direction de l'Ukraine pour y retrouver notre envoyée spéciale, Catherine Norris-Trent. Bonjour Catherine, je le disais, Kherson est donc tombé après des combats acharnés. Bonjour Florent, oui effectivement, le maire de la ville de Kherson a confirmé l'arrivée des troupes russes, et dit être en dialogue avec ces forces russes dans le bâtiment de la mairie même. En ce moment, il appelle aux habitants de la ville de rester calmes, cette ville de 300 000 habitants qui donne sur la mer Noire, donc une position clé stratégiquement parlant. Il y a un canal qui se situe au nord de la ville qui donnait jusqu'à 2014 de l'eau fraîche à la Crimée, cet canal qui a été coupé par les Ukrainiens et donc qui serait un point vital pour les Russes, pour reprendre ça, pour alimenter la Crimée avec de l'eau fraîche. On peut aussi imaginer que de Kherson, les forces russes pourraient avancer à l'ouest vers le port d'Odessa et aussi vers l'est. Ils ont déjà pris la ville portuaire voisine de Melitopol. Donc il y a une avancée significative dans le sud de l'Ukraine. Pour l'instant, en ville, aujourd'hui, la situation reste calme après des combats acharnés. Le maire de la ville avait parlé de plusieurs morts dans les rues et il appelait un couloir humanitaire pour pouvoir évacuer ces morts et des blessés. Il demande aux riverains de Kherson de rester chez eux, de ne pas sortir. Il y a un couvre-feu strict la nuit et seules les personnes amenant des vivres, de la nourriture, des médicaments seraient autorisées à entrer en ville. Donc tout est très tendu, mais les forces russes sont bien et belles présentes dans la ville de Kherson, une première prise d'une grande ville dans le sud de l'Ukraine pour l'armée russe. Et un peu plus à l'est, Catherine, la bataille pour Mariupol, elle s'intensifie ces dernières heures. Sur place, plus d'électricité, plus d'eau, plus de chauffage. Il faut dire que la capture de Mariupol par les forces russes pourrait constituer une étape importante dans ce conflit, notamment pour cette fameuse continuité territoriale, Catherine.
Effectivement, donc la situation elle est très très difficile pour les habitants de Mariupol qui vivent sous un siège, excusez-moi, depuis plusieurs jours. Donc des coupures d'électricité, de communication téléphonique, beaucoup de bombardements d'artillerie sur les zones civiles de la ville. On a pu parler avec des gens ces derniers jours qui étaient dans la ville, qui parlaient de civils morts, plusieurs amenés aux hôpitaux, qui galéraient les hôpitaux à gérer tous ces blessés qui arrivaient. Donc une situation plus que difficile. Et effectivement, cette ville portuaire est aussi très, très importante sur le plan stratégique. Elle est à l'extrême sud-ouest, excusez-moi, de l'Ukraine. Et sa prise ferait en sorte qu'il y aura un couloir terrestre tout au sud de l'Ukraine menant des territoires occupés par des soi-disant séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, jusqu'à la Crimée. Donc il serait très important sur le plan stratégique pour Vladimir Poutine. Merci infiniment. Et la Russie pilonnait mercredi une série de villes ukrainiennes, notamment Kharkiv, avec l'envoi de troupes aéroportées et de nouveaux bombardements. France 24 toujours. Éventrée par les bombardements russes, Kharkiv est aujourd'hui une ville méconnaissable. Ces dernières 24 heures, les frappes se sont abattues en plein centre, sur des locaux de la police, une université et même une école. On distingue ici le lieu exact de l'impact. Dans l'une des artères principales, un secouriste filme ces images. Voilà le centre-ville. Il y a beaucoup de destruction. Selon l'armée ukrainienne, des troupes aéroportées russes ont débarqué cette nuit à Kharkiv. Aucune image officielle pour l'instant. Dans la deuxième ville d'Ukraine, près d'1,5 million d'habitants assistent au déluge de feu depuis chez eux, impuissants. C'est très difficile moralement à gérer. On a mal dormi. On a peur. C'est risqué. Seules quelques routes sécurisées, loin de la puissance de feu russe, permettent encore aux habitants de Kiev de quitter la capitale ukrainienne. Depuis le début de la guerre, 1 million de personnes ont fui vers le pays voisin. Un voyage compliqué et ralenti par les nombreux barrages tenus par des volontaires ukrainiens sur le Qui-Vive. France 24. Pour sortir de Kiev, seules quelques routes sécurisées, loin de la puissance de frappe des Russes. Les barrages sont nombreux. Les Ukrainiens sur leur garde. Please not to film all this because it's on a security reason, because it could be used by enemy and with the attack on our blog post. Et vous avez eu combien d'attaques? So not, but we haven't attacked yet. Yeah, but different others they have some attacks. Yeah, of small groups. This is a question. Lui était avocat avant la guerre. Ces hommes, des civils qui ont pris les armes. There are more people would like to serve than possibility to have it. Okay. And that's why we have such troubles. And we organized, for example, people received weapon, and it's not enough even weapon to organize normal defense of local territories. Dans cette Ukraine attaquée, l'essence est devenue rare. Chacun doit faire des réserves pour le voyage. Comme tant d'autres, cette famille qui a quitté Kiev est traumatisée. Ils attaquent sans distinction, quelle que soit la nationalité, la langue, la race. Moi, je suis arménienne et les Russes cherchent à me tuer parce que j'aime l'Ukraine où je vis. Derrière moi, vous pouvez le voir, de longues files d'attente, des voitures qui attendent de passer, car il y a des barrages sur toutes les routes d'Ukraine. Mais ces Ukrainiens n'ont pas eu le choix que de quitter leur maison pour aller soit à l'étranger ou dans des zones où il n'y a pas encore de combat. On revient au pays pour le reste des actualités. Ce sont les grands travaux comme la réfection totale d'une route ou encore les grandes réhabilitations qui sont prises en main par le ministère des Travaux publics, selon le ministre qui est venu voir l'avancement des travaux de réhabilitation des rues de la capitale ce jour. Les points noirs et les rues dont la détérioration perturbe le quotidien de la population seront priorisés. On fait le point avec Natera Koutoumaf et Nzaran Jansu. Les habitants du quartier d'Intomadine vivent toujours de ce même cauchemar à chaque saison des pluies.
chaussées inondées et parsemées de nids de poules. Cette année, les détériorations se sont accentuées à tel point que les rues ressemblent à des rizières, affirme ce riverain. De plus, les habitants manquent d'infrastructures sanitaires, ce qui impacte l'état de la chaussée, étant donné que les ordures jetées n'importe où bouchent les canaux d'évacuation, selon toujours ce riverain. Ainsi, les travaux de réhabilitation totale de cette rue d'un Tomadink seront priorisés, au même titre que les rues des 67 hectares d'un Kasn, d'un Boipou, d'un Tomadink, qui figurent parmi les plus détériorées de la capitale. Certaines seront complètement refaites avec des chaussées en béton, si d'autres seront réhabilitées avec des canaux d'évacuation. Il est primordial que les rues soient complètement réhabilitées afin que la population puisse circuler sans difficulté, selon le ministre des Travaux publics. Il a tenu à souligner que la commune urbaine d'Antananarivo, la région Analamang et le ministère se coordonnent pour ces travaux. La CUA et la région Analamang se chargent des petits et moyens travaux, tandis que le ministère des Travaux publics prend en main les travaux à gros budget. Le ministre des Travaux publics, avec des représentants de la CUA, est venu voir les travaux à Tomadink, aux 67 hectares et à Boipou aujourd'hui. La commune urbaine d'Antananarivo se chargera par la suite de l'entretien des routes. Rappelons que ces travaux de réhabilitation dureront 6 mois environ. Et divers, 2 trafiquantes d'héroïne qui ont été arrêtées à Ndavamambe sont passées devant le juge hier et ont été placées sous mandat de dépôt. Quant à l'homme qui avait été arrêté avec eux, il a bénéficié d'une liberté provisoire. Selon la police, la prolifération des drogues dures participe à l'insécurité actuelle. Ces femmes ont été surprises par la police à Ndavamambe tôt le matin en train de vendre de l'héroïne. L'une étant la fournisseuse et l'autre la vendeuse. Un homme a également été arrêté avec elle. Après des mois d'enquête, la police anti-stupéfiants a finalement découvert l'identité des trafiquants et leur mode opératoire, ce qui a permis de prendre ces 2 femmes en flagrant délit. Elles avaient en leur possession 18 grammes d'héroïne et une balance. D'après les enquêtes, l'une des femmes a déjà écopé de 9 ans et demi d'emprisonnement à Maurice en 2007. La police mauricienne avait trouvé de la drogue dure dans ses bagages. Les 2 femmes ont plaidé coupables et ont également déclaré qu'elles venaient de vendre 57 grammes d'héroïne le week-end dernier. La police a en outre affirmé que la propagation de cette drogue puissante et coûteuse est l'une des raisons de l'insécurité actuelle. En effet, nombreux parmi ces drogués sont obligés de voler pour pouvoir ensuite acheter ces drogues. Selon toujours les explications, le nombre de ceux qui sont dépendants de cette drogue augmente chaque jour dans notre pays. Et en économie, les formations sur les techniques entrepreneuriales manquent à Madagascar. Les jeunes qui veulent entrer dans ce domaine devraient être encouragés et bénéficier de telles formations. Yves Janel. Nombreux sont les jeunes âgés de 18 à 34 ans qui choisissent d'entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat à Madagascar. Le taux d'activité entrepreneuriale était de 20,7% en 2018, un taux qui a connu une hausse cette année. Mis à part les difficultés financières liées au démarrage d'une entreprise, le manque d'expérience en matière de gestion constitue également un obstacle pour les jeunes. Certes, les jeunes connaissent les normes à respecter dans une entreprise, néanmoins, elles sont loin de correspondre à la réalité. L'objectif, c'est donc de faire connaître des thématiques un peu spéciales, comme on dit donc avec le slogan de Next Login, une compréhension un peu pimentée du management. Donc le but, c'est de faire connaître des thématiques qui peuvent bien être appliquées au sein de l'entrepreneuriat ou même au sein de l'environnement des affaires à Madagascar. La première édition du Next Login permettra d'améliorer la gestion des entreprises à Madagascar et ainsi de développer l'économie. Et en un mot, la célébration du 8 mars qui était prévue se tenir dans le district de Manakar aura finalement lieu à Antirabé, selon la déclaration du ministre de la Population, Swafili Raprincia, ce jour. Cette décision est prise à cause des intempéries qui menacent l'île. Mesdames et messieurs, c'était le journal de la rédaction. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.